Les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit update lecture, celui du mois de janvier. En ce début d'année 2023, j'ai quand même pas mal lu puisque j'ai 12 livres aujourd'hui à vous présenter, donc c'est vrai que mon bilan de janvier est plutôt satisfaisant, j'en suis assez contente. J'ai quand même 2 romans graphiques et 10 livres à vous présenter. J'ai vraiment commencé l'année 2023 avec d'excellentes lectures que j'ai très hâte de vous présenter, dont un énorme coup de cœur, un autre livre qui a ça du coup de cœur, enfin vraiment il y a des très bonne lecture dont j'ai vraiment hâte de vous parler. Et en plus, dans beaucoup des lectures que j'ai fait au mois de janvier, il y en a beaucoup qui sont sorties en début d'année, donc du coup je suis contente parce que j'ai lu et des nouveautés et des choses un petit peu plus anciennes de ma pile à lire, donc c'est un équilibre parfait. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vais vous présenter ou si vous avez envie de les lire. Et puis bien sûr, si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à utiliser des emojis dans l'espace commentaire. Pour cette vidéo, vous n'avez qu'à mettre des emojis livres. Ouais, je sais, c'est vraiment très original. Et puis pensez bien à être abonné à la chaîne, vous ferez partie de cette grande famille qui n'a pas de nom d'ailleurs, je suis en train de me dire, mais cette grande famille dans ma communauté que j'aime d'amour. Voilà, vous êtes tout proche de mon cœur, sachez-le. On commence tout de suite du coup avec les graphiques. Comme je vous l'ai dit, j'en ai 2 à vous présenter ce mois-ci. Le premier graphique que j'ai à vous présenter, c'est une suite puisqu'il s'agit du tome 2 de Crush of Lifetime de Jeong Han et Kim Yae-yoon qui est sorti du coup chez K-Books. J'avais lu le tome 1, je ne sais plus quand, et j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment très mignon, très chou, vraiment feel good en fait, puisqu'on va suivre une jeune lycéenne qui va rentrer d'ailleurs dans un nouveau lycée et qui est très connue sur les réseaux sociaux. C'est une star d'Instagram, mais le grand problème de sa vie, c'est qu'elle n'a pas de petits copains et elle cherche absolument à en avoir un pour cette nouvelle année scolaire. Elle va faire la rencontre de notre protagoniste principal masculin qui se trouve juste ici, qui est un garçon assez solitaire avec un caractère bien trempé, et au début en fait ils se détestent, et au fur et à mesure en fait du premier tome ils vont devenir amis, et dans le deuxième tome du coup eh bien elle va plus se rendre compte de ses sentiments pour lui. Elle va être un peu freinée parce que lui il va souffler le chaud et le froid, enfin c'est un peu compliqué sa vie en fait, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont vraiment très beaux, je vous montre d'ailleurs une petite page. Voilà, c'est super mignon, franchement c'est très feel good, ça se lit très bien. C'est un webtoon, donc voilà, ça se dévore, j'ai envie de vous dire. J'ai aussi lu une nouveauté des éditions Dupuis qui m'ont gentiment envoyé ça au mois de janvier, qui est Covent de Dawis Merakchi et Da Coffee Time, j'espère que je le dis bien. C'est une BD qui parle de sororité, de sorcières, d'émancipation féminine et aussi d'écologie. C'est un roman qui est vraiment très progressiste, très sympathique à lire aussi, avec un petit peu une trame horrifique, puisqu'en fait l'histoire c'est que nous allons suivre nos 4 amies qui sont ici présentes en fait, et qui vont au début du roman manifester pour ne pas qu'un grand chêne centenaire soit abattu dans le parc municipal de leur ville. Et pour éviter ça en fait, parce qu'elles se rendent compte que leur manifestation ne sert à rien, et bien elles décident de faire de la magie en fait afin de protéger ce chêne. Sauf qu'en faisant de la magie, et bien elles vont attirer l'un démon. Et c'est pas folichon hein, franchement, voilà, il va leur donner des visions, il va pas être très sympathique et il va s'en prendre à elles en fait, et il va aussi semer la discorde au sein de leur groupe d'amis alors qu'elles sont normalement soudées comme les doigts d'une main, et elles vont devoir le combattre en fait dans ce tome qui est unique d'ailleurs, c'est un one shot si j'ai bien compris, et vraiment c'était une très bonne histoire. On va du coup alterner pas les points de vue, mais si vous voulez une trame plutôt temporelle, puisque on suit les filles la journée et aussi le soir, et quand c'est le soir et bien les pages sont noires comme ceci, vous voyez, tout est en noir en fait, et quand on les suit la journée et bien c'est blanc. Voilà, tout simplement. C'est une petite brique hein, quand même, mais qui se lit bien, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça hyper sympa, il y a des petites romances aussi dedans. Voilà, ça fait du bien, et c'est un roman assez féministe d'ailleurs, donc je vous invite à le lire. Et puis voilà, c'est très witchy, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour la période, je vous conseille plus à Halloween parce que voilà, il y a des vibes qui font que, mais voilà, je l'ai lu au mois de janvier et j'ai quand même passé un excellent moment. Ma toute première lecture de 2023 fut Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict, qui est sorti aux éditions Charleston. C'est un livre qui est sorti en octobre de l'année dernière je crois, et j'avais très envie de le lire du coup à la période de Noël, puisqu'en fait il se passe entre le 25 et le 3 janvier, et je l'ai commencé je dirais le 27 décembre ou quelque chose comme ça, donc j'étais vraiment dans le thème si vous voulez
voulais pour le lire. Il s'agit d'un petit cozy mystery, c'était un peu mon premier dans le genre. Voilà, j'avais un petit peu envie de me frotter, on va dire, à ce genre littéraire. Est-ce que j'ai passé un bon moment ? Oui, c'était sympathique, mais c'était pas la lecture de l'année parce que j'ai trouvé que c'était relativement long. Le livre est assez quand même épais, hein, on va dire, c'est pas un petit cozy mystery, il est quand même épais, et j'ai trouvé que la première partie du roman était beaucoup trop lente. On est beaucoup trop dans les pensées en fait du personnage principal qui s'appelle Lily, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il n'y a pas vraiment d'action, on a beaucoup de flashbacks. Alors j'entends que ça serve en fait pour comprendre vraiment toute l'histoire, mais c'était trop long, c'était trop explicatif, trop dans les sentiments, et c'est pas du tout ce que je recherchais moi en lisant ce livre là. J'avais besoin d'un truc où il y avait de l'action, un vrai thriller en fait, où c'était un huis clos, parce que pour tout vous résumer en fait, l'histoire se passe dans un manoir qui s'appelle le Endgame House, et en fait une grande tante est décédée et Lily n'a pas mis les pieds à Endgame House depuis au moins 10 ou 15 ans je crois, depuis que sa mère est décédée et qu'elle a été retrouvée dans le labyrinthe en fait du jardin. Et ce manoir a vraiment des mauvais souvenirs pour elle, et pareil, elle n'a pas vraiment de contact régulier avec sa famille, seulement avec certains de ses cousins, mais ça s'arrête là, sauf que sa grande tante est morte et c'était sa tutrice, c'est elle qui l'a pris sous son aile quand sa maman est décédée. Ça a été une deuxième maman si vous voulez, et en fait elle lui a demandé dans son testament de venir à Endgame House pour participer à un espèce de jeu enquête pour savoir qui va en fait hériter du domaine et de beaucoup d'argent. Lily elle veut pas du domaine, elle veut pas non plus beaucoup d'argent, elle veut rien de tout ça, mais elle se dit que si elle retourne à Endgame House, peut-être qu'elle comprendra aussi les circonstances de la mort de sa mère, et puis parce qu'en fait elle suspecte que sa tante ne soit pas décédée dans des conditions naturelles et que peut-être quelqu'un s'en est pris à elle, et du coup elle essaye donc de respecter ses volontés en se disant qu'elle mènera aussi l'enquête. Voilà, donc ça commence comme ça, et puis il y a une grande tempête de neige qui arrive le lendemain où tous sont dans la maison en fait, et la première partie du roman est très lente, mais vraiment très lente. On part vraiment dans des conflits familiaux, des disputes, de l'amertume, etc. jusqu'au premier meurtre en fait, et là ça commence effectivement à devenir intéressant, mais il faut passer la première moitié du roman, ce que je trouve vraiment très dommage. Passer du coup la première moitié du roman, là les événements s'enchaînent bien, et c'est vrai que les meurtres se succèdent, les disparitions aussi, les intrigues aussi, et ça devient de plus en plus intéressant jusqu'à ce qu'on découvre qui est derrière tout ça. Et c'est vrai que c'était une bonne surprise. J'ai passé un bon moment de lecture sur la dernière moitié du livre, mais petit bémol sur cette première partie qui était un peu trop longue à mon goût. Voilà. Je vous en parle maintenant depuis des mois, mais j'ai terminé cette saga qui est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. J'ai lu du coup au mois de janvier le 4e tome qui est sur Mort, donc de Laura Thalassa, édité chez Bookmarks Éditions, et ce 4e tome était incroyable. Alors déjà c'est le plus gros de toute la saga, mais il était absolument incroyable. La romance, c'est un vrai ennemi Stolover comme on en a jamais vu, avec un personnage masculin donc qui est mort et qui est très torturé parce qu'il déteste ce qu'il fait, mais il a un devoir, il veut aller au bout des choses. Et notre personnage principal féminin s'appelle Lazarus, et en fait Mort a tué toute sa famille un jour où il est passé en fait dans sa ville. Elle est morte en fait sur le coup, mais elle s'est réveillée, et en fait la mort ne veut pas d'elle, elle ne comprend pas pourquoi, elle ne sait pas pourquoi, mais elle ne peut pas mourir en fait. Voilà, c'est la seule humaine au monde qui ne peut pas mourir, et donc du coup puisque elle ne peut pas mourir, elle décide de s'attaquer à ce cavalier de l'Apocalypse et donc de tout faire pour le tuer. C'était vraiment absolument génial, surtout que dans ce dernier tome on va retrouver aussi tous les autres cavaliers de l'Apocalypse qu'on a déjà vu donc dans les 3 précédents tomes. C'était vraiment génial de les retrouver et tout, mais c'était trop stylé, vraiment j'ai adoré cet tome. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très épais, et la romance est trop cool, elle est trop parfaite, trop mignonne, enfin il y a plein d'émotions qui me sont venues en lisant ce livre là. J'ai pas versé ma larme comme dans le premier tome avec Pestilence parce que les émotions ont été différentes, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup aimé. Je pense que après Pestilence c'est mon préféré, et ensuite on se retrouve avec Famine, et en dernier Guerre, mais j'ai quand même tous aimés. C'est vraiment été une saga coup de cœur, et d'ailleurs je ne pensais pas autant aimer. Vraiment, si on m'avait dit genre il y a un an ouais tu vas adorer une saga où les romances sont avec des cavaliers de l'Apocalypse, je t'aurais dit mais quel humour. Mais non, j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça absolument génial. Ces romances là étaient super quoi, franchement je n'en reviens pas, et puis ça se dévore tout seul quoi. Je pense que ce livre là j'ai dû le lire en 2 jours alors
qu'il est hyper épais, mais je ne peux pas m'arrêter en fait. Quand je me mettais à chaque fois dans un de ces romans, je n'arrivais pas à m'arrêter et je les lisais soit en 24 heures, soit en 2 jours quand ils sont un petit peu plus épais comme ça. Mais c'est trop bien et vraiment je vous invite à découvrir cette saga, à commencer par le premier tome déjà parce que c'est le meilleur, mais surtout parce que bah ils finissent par se retrouver dans le dernier tome et parce qu'il y a une intrigue en fait si vous voulez tout le long des 4 tomes qu'il faut suivre. Donc c'est pas des tomes qui sont vraiment indépendants, les romans sont indépendants si vous voulez, mais il y a une intrigue en fond d'histoire qui se suit, donc voilà. J'ai ensuite lu une nouveauté qui est sortie chez Lumen au mois de janvier, qui est De Lune et de Sang de Irene Beatty. J'attendais ce livre avec énormément d'impatience et beaucoup d'attente parce que j'adore Irene Beatty. Moi j'ai lu sa trilogie La couleur du mensonge, quand elle est sortie à chaque nouveau tome en fait je lisais directement le livre et j'ai tellement aimé cette trilogie, vraiment. D'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai fait une vidéo sur mes Lumen préférés, donc je vous remets la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Je vous parle d'ailleurs de La couleur du mensonge et celui-ci vraiment était génial. J'ai jamais lu un livre comme ça et c'était incroyable, très bien fait, vraiment j'ai absolument pas été déçue en fait par la plume d'Irene Beatty, par son histoire. C'est passé à ça vraiment du coup de cœur, je déconne pas, j'étais pas loin du coup de cœur. Pour ce qui est de l'histoire, nous allons suivre Catherine qui est une orpheline. Alors on est dans un monde de fantasy médiévale si vous voulez, et Catherine est orpheline et elle a été recueillie par Thomas qui est un maître architecte et qui construit en fait des cathédrales, et Catherine du coup est devenue son apprentie, pas en tant qu'architecte parce qu'il faut être un homme pour faire ce genre de métier, mais son apprentie dans les tâches quotidiennes en fait pour la sécurité notamment des échafaudages et de la construction de la cathédrale qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc c'est une énorme cathédrale avec beaucoup d'échafaudages, il y a beaucoup de charpenterie, enfin voilà, c'est quelque chose où il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accident si vous voulez. Et Catherine du coup est un petit chat qui arrive à se glisser et à escalader très facilement les choses, donc du coup eh bien elle est depuis quelques années responsable on va dire de la sécurité, et puis elle donne pas mal de conseils aussi à son maître architecte, et tous les deux ont une relation un petit peu de père-fille si vous voulez. Et un soir, alors que Catherine est en haut en fait de la grande cathédrale et veille à ce que tout soit dans les normes, et bien elle va entendre un cri et elle va pas comprendre ce que c'est, et en fait ce cri va tellement la surprendre qu'elle va tomber. Quand elle est tombée en fait elle s'est cognée, et quand elle est revenue à elle en fait elle a vu que quelque chose était différent. Dès qu'elle se met à la lumière de la lune, et bien elle entend beaucoup mieux, elle voit beaucoup mieux, elle sent beaucoup mieux, et en fait tous ses sens sont décuplés et c'est un petit peu une super héroïne, mais elle va pas forcément comprendre au début ce qui lui arrive puisque elle va surtout essayer de trouver l'origine du cri, et elle va descendre de la cathédrale pour trouver en fait une scène de crime où elle va voir une femme qui a été violemment assassinée, et du coup elle va essayer de trouver à l'aide et de trouver du secours, sauf que bien évidemment c'est trop tard. Du coup quelqu'un va être en charge de l'enquête. Il s'agit de Simon qui est un cousin d'un procureur très influent en fait dans la citadelle. Le procureur en question en fait va lui donner l'affaire parce que Simon a fait des thèses sur les serial killers, et surtout il arrive très bien à se mettre dans la tête des psychopathes, j'ai envie de dire, parce qu'il les a étudiés toute sa vie, et Simon va très vite se rendre compte que du coup ça va pas être un meurtre isolé, donc c'est pour ça qu'il va commencer à enquêter et essayer de trouver des traces, sauf que eh bien Catherine va être mêlée à tout ça puisque déjà c'est celle qui a trouvé le corps, et surtout parce que elle va devoir faire équipe avec Simon pour plein de choses que vous allez comprendre au fur et à mesure du livre. Et ensemble du coup ils vont essayer de déceler qui est le serial killer, en sachant que du coup bien évidemment il va recommencer tout le long du livre à faire plusieurs victimes, et il y a une espèce d'ambiance qui est très pesante mais aussi pleine de surprises, il y a beaucoup de rebondissements, et en fait j'ai jamais lu de livre où on était dans un thriller fantasy comme ça médiéval avec une espèce de course contre la monstre pour trouver en fait un psychopathe, et c'était hyper bien fait parce qu'en fait on s'est vraiment rendu compte dans ce livre là quand on le lit que Irene Beatty elle a fait les choses bien, c'est-à-dire que non seulement elle s'est renseignée sur l'architecture parce qu'on a beaucoup de termes, on a beaucoup d'explications sur la construction des cathédrales etc, mais en plus elle va au bout des choses puisque elle a étudié aussi tout ce qui est psychopathie, tout ce qui est meurtre, elle a fait beaucoup d'études aussi sur le sujet, elle a interviewé pas mal de personnes, elle le dit à la fin du roman, pour que son roman soit réaliste, et surtout elle s'est mis du coup dans la tête d'une personne qui est ce qu'on appelle un profileur. C'est un livre du coup qui est très prenant, très haletant, et que je vous recommande vraiment vivement. Je sais que c'est une petite bricasse, c'est un premier tome d'une duologie si je ne dis pas de bêtises. Le deuxième tome n'est pas encore sorti, mais la couverture par contre VO est sortie et c'est absolument magnifique. J'ai vraiment trop hâte de lire la suite. On a aussi une petite romance qui est comme toujours avec Irene Beatty, mais absolument génial. Enfin,
J'adore cette autrice, j'adore ce qu'elle écrit, j'adore comment elle écrit et comment elle nous emmène dans des univers qu'elle crée entièrement et avec une ambiance à chaque fois qui est toujours prenante. Il y a toujours plein d'intrigues dans ses romans, c'est toujours bien tourné, enfin... Vraiment, je vous invite à découvrir ce roman qui a été absolument génial. Au mois de janvier, j'ai aussi terminé une duologie puisque j'ai lu le deuxième tome du Règne des Chimères, donc des Royaumes Immobiles de Ariel Holz, qui est édité chez Slalom. J'avais lu le premier tome cet été, donc je vous remets mon update lecture de cet été juste ici, n'hésitez pas à aller le voir, puisque je vous donne mon avis sur le premier tome. Là, je ne vais pas trop m'étendre puisque c'est un deuxième tome. Sachez juste que dans le tome 1, du coup, nous allons suivre Ivy qui vit recluse en fait dans un manoir abandonné. C'est un petit peu une enfant sauvage et elle va être recueillie par un homme qui va l'emmener à une compétition pour le trône de l'automne, puisqu'en fait elle apprend qu'elle est la dernière héritière du roi de l'automne et que c'est son rôle de devoir sauver la cour de l'automne et éviter qu'une étrangère en fait siège à cette cour là en tant que monarque, alors que c'est à elle en fait de régner puisque c'est la souveraine légitime en fait tout simplement. Elle va être complètement éberluée et elle va devoir être obligée de participer à une compétition où la mort l'attend à chaque tournant. En fait, c'est absolument génial. C'est inspiré des mythes du petit peuple en fait, donc avec des trolls, des gnomes, des fées, voilà, il y a les faées aussi bien évidemment qui sont l'aristocratie. Enfin voilà, c'est très très bien fait. Moi j'avais adoré le premier tome et du coup le deuxième tome, eh bien il conclut cette saga. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome aussi. Je trouve qu'on est resté en fait dans cette même ambiance du tome 1 mais avec une évolution constante d'Ivy. C'était hyper intéressant. J'ai adoré en fait le personnage d'Ivy et son évolution tout au long du tome 1 mais aussi du tome 2. Elle grandit, elle évolue, elle mûrit et c'était vraiment très très prenant. Les personnages secondaires aussi sont vraiment géniaux. Il y a une certaine construction qu'il y a autour non seulement de l'univers mais des personnages et je vous invite vraiment à découvrir cette saga. Je sais que du coup c'est une duologie qui est terminée mais peut-être que Ariel Holz n'en a pas fini avec les Royaumes Immobiles et qu'il aura peut-être à cœur de nous surprendre avec un autre tome, avec d'autres personnages, on ne sait pas. En tout cas, cette duologie était vraiment très sympathique. Je trouve que c'est vraiment très sympa d'avoir un auteur français qui met les pieds un petit peu dans cet univers de fantasy qu'on revoit assez régulièrement maintenant, que ce soit avec Holly Black, avec Le Prince Cruel, que ce soit du coup avec les Cassandra Clare et Mortel Instrument, que ce soit avec les Akotar aussi, puisque c'est plein de mythes du petit peuple comme ça et je trouve que c'est bien qu'un auteur français donne un petit peu sa version des faits avec une histoire qui est totalement différente, des personnages différents mais on s'y attache tout autant. En parlant du petit peuple et de Holly Black, j'ai aussi lu le tome 3.5 du Prince Cardan puisque j'ai lu Comment le Prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black aux éditions Rajo. C'est un livre qui est sorti je crois en octobre hein, si je ne dis pas de bêtises, dans une édition absolument magnifique en hardback avec beaucoup d'illustrations. Honnêtement il se lit très rapidement puisque bien je l'ai lu en je dirais une soirée. J'ai trouvé que les illustrations étaient vraiment très jolies, elles illustraient très très bien l'histoire et vraiment j'ai adoré ce tome 3.5. En fait si vous voulez on va suivre le Prince Cardan mais entièrement lui, hein, vraiment son point de vue, donc de sa petite enfance si vous voulez jusqu'à ce qu'il rencontre Jude, mais on alterne avec aussi une histoire qui se passe après le tome 3, donc vraiment une suite avec Jude et c'est vraiment génial et j'ai aimé parce qu'il y avait toute une trame en fait de contes de fées, c'est comme un conte en fait qu'on raconte sur toute une histoire avec des petits indices tout le long des chapitres et j'ai trouvé ça vraiment génial, c'est très bien écrit, c'est une très belle plume vraiment Holly Black, j'ai adoré du coup ce roman parce que j'ai vraiment trouvé que c'était beaucoup plus étoffé au niveau de l'univers et surtout par rapport au Prince Cardan parce que c'est bien mignon hein, cette trilogie, vous savez que j'avais beaucoup aimé notamment le tome 3 qui a été une excellente lecture pour moi mais finalement on se rend compte que le Prince Cardan on ne sait que dalle sur lui, sur les 3 tomes parce qu'on suit intégralement Jude donc c'est normal, sauf que le Prince Cardan il a pas vraiment voix au chapitre et je trouve qu'on lui donne pas la parole, on met pas trop la lumière sur lui si ce n'est que voilà c'est le gros crush de Jude, ils ont une relation hyper toxique dans le tome 1 etc mais finalement on connaît pas sa version des faits à lui, on connaît pas son histoire, on a que des on-dit, on a des confessions qu'il nous fait à demi-mot mais voilà, c'est tellement rare que ça se compte sur les doigts d'une main en fait. Et là on comprend vraiment toute son histoire, on comprend pourquoi en fait il est surnommé le Prince Cruel et en fait on comprend surtout que c'est pas du tout un faille comme tout le monde, c'est pas du tout un elfe comme tout le monde. C'est un prince qui a un cœur humain en fait, qui a dû le cacher toute sa vie pour ne pas se faire bouffer et il a été tellement violenté, tellement agressé, tellement rabaissé aussi que vraiment ça m'a beaucoup touchée
Et je sais pas, je trouvais que ce tome était vraiment nécessaire finalement et que ça apportait quelque chose en plus parce qu'il y a beaucoup de, voilà, de petits tomes comme ça, 3.5, 2.5 qui apportent pas grand chose. C'était le cas d'ailleurs du tome 1.5 je crois sur les sœurs maudites ou un truc comme ça où on va suivre notamment le point de vue de la sœur jumelle de Jude et qui apportait pas grand chose finalement à l'histoire. Là c'est différent, là franchement ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Je vous invite d'ailleurs à le lire, mais à le lire vraiment après le tome 3 parce que sinon vous allez vous faire spoiler des trucs, c'est sûr. Dans le cadre de mon petit challenge littéraire sur les Disney, eh bien j'ai lu Renouveau donc de Jen Kalunita chez Hachette Heroes. Si vous ne le savez pas, eh bien en fait je me suis donné comme challenge en 2023 de lire un Twisted Tales tous les mois, donc j'en lis un par mois. Ce mois-ci d'ailleurs ça va être la réécriture du conte de La Belle et la Bête, je ne l'ai pas encore lu mais ça va être ma prochaine lecture. Et du coup eh bien au mois de janvier, vu que c'était encore voilà hivernal etc, j'avais envie de lire du coup eh bien la réécriture de La Reine des Neiges, donc Renouveau. Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées, donc en fait on va suivre Anna et Elsa dans deux points de vue différents et en fait elles ont grandi pas du tout ensemble et elles n'ont aucun souvenir l'un de l'autre alors qu'elles sont bel et bien sœurs. Et du coup finalement ça va être une réécriture assez proche de l'histoire de base et j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait je trouvais que l'autrice reprenait beaucoup trop des éléments du film. Alors je pense que c'est pour faire un peu du fan service, j'ai eu l'impression. C'est dommage parce que je pense que l'histoire de base, l'idée de base était bonne, mais en fait il y a trop de dialogue qu'elle a repris du film et un peu dommage, voilà. C'était sympathique, c'était pas un coup de cœur, voilà, j'ai mis 3 étoiles sur 5, j'ai passé un bon moment de lecture, mais je pense pas que ça sera mon préféré. J'ai aussi lu Impact avec le roi elfe, donc de Elise Kova, qui est sorti chez Big Bang, donc ça a été une des nouveautés de janvier que je voulais absolument lire, qui était aussi dans un de mes challenges littéraires, puisque je lis absolument une sortie par mois, donc au mois de janvier c'était ce livre là, donc bien évidemment je l'ai lu, et ça a été une déception malheureusement. C'est pas que je n'ai pas aimé, c'est juste que c'était fade en fait. Il manque énormément de choses à ce livre là. L'idée de base était excellente. Donc en fait on va être sur une île de fantasy et en fait il y a une toute petite partie qui est consacrée aux humains et le reste de l'île est pour les elfes. Et sur cette île en fait il y a une tradition, à savoir que le roi elfe prend une femme humaine en épouse et du coup tous les 100 ans il vient chercher sa nouvelle femme et malheureusement là ça fait 100 ans et bah la nouvelle femme en fait personne ne sait qui c'est parce que la nouvelle femme humaine est censée du coup se réveiller avec certains pouvoirs magiques et malheureusement eh bien personne n'a des pouvoirs magiques dans le village de notre héroïne qui s'appelle Luella et du coup bah tout le monde stresse parce que s'il n'y a pas de femme humaine eh bien la guerre pourrait reprendre et surtout bah la magie de l'île et l'équilibre qu'il y a entre les elfes et les hommes pourrait totalement s'effondrer puisque c'est une harmonie parfaite en fait de faire en sorte qu'une femme avec des pouvoirs et du coup un elfe se marie, ça permet vraiment d'équilibrer et de faire une parfaite harmonie. Sauf que s'il n'y a pas de femme, et bien c'est le bordel en fait, clairement. Et Luella du coup bah elle est un peu stressée mais elle est bien contente que ça tombe pas sur elle parce qu'elle a ses propres projets. Déjà elle est amoureuse de son meilleur ami d'enfance donc déjà ça aurait été très compliqué pour elle, mais surtout elle a fait des études de botanique et elle est guérisseuse dans son village et elle a sa propre échoppe, elle prend soin des gens, c'est son métier, c'est sa passion, c'est ce qu'elle aime faire en fait. Donc elle a vraiment autre chose à faire que de devenir la femme d'un elfe, sauf que il va s'avérer qu'en fait c'est elle l'élu. Voilà, sauf que personne ne le savait, elle non plus ne le savait pas. Mais ses pouvoirs en fait ont été étrangement, mystérieusement, vous comprendrez comment, réfrénés et du coup bien elle ne pouvait pas se douter que c'était elle, mais si c'est elle et elle va devoir être obligée de partir avec le roi elfe dans sa contrée lointaine et mystérieuse et elle ne pourra retourner que dans son village natal une fois dans l'année et elle est très triste parce qu'elle quitte tout le monde, elle quitte aussi son grand amour, enfin vous voyez c'est vraiment... Voilà. Et en fait l'histoire aurait pu être très intéressante sauf qu'en fait il ne se passe rien du tout, mais vraiment rien du tout. C'est très fade, c'est très plat et ça manque énormément de profondeur et c'est dommage parce que comme je vous le dis, l'histoire de base était vraiment bien pensée si vous voulez et finalement tout le long du roman il ne se passe rien, voilà c'est tout. Il va y avoir juste une intrigue si vous voulez sur les frontières entre les deux mondes qui peut-être il faudrait détruire, mais ça va s'arrêter là. La romance n'est malheureusement pas très bien faite à mon goût. De base, ils se détestent plus ou moins. Il y a une certaine rivalité entre les deux, on va dire. Disons qu'ils ne se connaissent pas et ils sont froids l'un envers l'autre.
Et puis eh bien d'un claquement de doigts finalement, et bien voilà, ils vont tomber dans les bras de l'un de l'autre et ça va être merveilleux et waouh, enchanteur et incroyable. Pas terrible, franchement pas terrible, très déçue. J'avais beaucoup d'attentes sur ce livre là, je comprends pas parce que vraiment il a fait un boom sur les réseaux sociaux, notamment sur BookTok, et en fait c'est très fade en fait, il se passe vraiment rien. Alors je sais que c'est un tome unique pour ce qui est de l'histoire, par contre un petit peu comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse, on va suivre d'autres romances dans cet univers, donc je pense que je lirai les autres romances qui sortiront chez Big Bang, bien sûr les traduits. Je pense que je les lirai parce que c'est avec des créatures différentes, parce que dans ce grand monde, sur cette grande île imaginaire, bien évidemment nous avons le roi elfe, mais nous avons aussi d'autres créatures, il y a des vampires notamment par exemple, qu'on ne voit jamais, mais je sais qu'il y a une histoire avec un vampire, enfin bref, il y a beaucoup de choses, et du coup je me dis que ça pourrait être intéressant de suivre peut-être d'autres romances, que j'ai peut-être pas eu de chance avec cette romance là, que c'était peut-être pas une romance faite pour moi, donc je me dis que peut-être d'autres romances pourront me plaire, je ne sais pas. En tout cas je me suis un petit peu ennuyée, ça se lit vite, c'est fluide, mais il se passe pas grand chose, c'est dommage. Une autre sortie que j'ai lue au mois de janvier, il s'agit de l'As de pique de Farida Abike Yimide, qui est sortie chez De Saxus, que j'ai lu en lecture commune avec Tom et Julie et que j'ai beaucoup aimé. Ça a été une très belle lecture. J'ai passé un très bon moment de lecture, c'est vraiment un très bon thriller young adulte si vous voulez, qui change, qui donne un nouvel aspect, qui dénonce beaucoup de choses aussi, puisque là on met vraiment en avant le racisme en fait, et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait, génial. C'est un mélange pour moi de Gossip Girl, Pretty Little Liars et Get Out, donc si vous connaissez un peu ces 3 références cinématographiques et séries, vous allez vite comprendre, et vraiment c'était génial, une très bonne lecture. Nous allons suivre une intrigue qui va se passer dans l'académie Niveus, qui est une académie vraiment high level si vous voulez. Vraiment si vous passez par cette académie là, vous êtes sûr en fait de faire partie de l'élite plus tard de ce monde en fait, hein, tout simplement. Et on va suivre 2 personnes, à savoir Devon, donc qui est un garçon noir qui a réussi à rentrer dans cette école grâce à une bourse, mais voilà, lui c'est compliqué pour lui parce que sa famille n'a pas vraiment de moyens et il fait tout du coup pour avoir de très bons résultats scolaires et voilà, rentrer dans une bonne université. Lui son souhait c'est d'être musicien, il excelle au piano par exemple, et la musique c'est vraiment sa passion. Et la deuxième élève que nous allons suivre c'est Chiamaka, donc alias Chi, qui est une élève noire aussi, mais par contre elle vient pas du tout du même monde que Devon, puisqu'elle, ses parents sont très aisés, elle sait déjà qu'elle a pas mal de portes d'ouvertes, et elle c'est pareil, elle excelle dans sa catégorie, c'est une première de classe, c'est l'élève la plus populaire aussi du lycée, c'est voilà, tout le monde aimerait être à sa place, elle est belle, elle est célèbre, elle est exemplaire, elle est tellement exemplaire d'ailleurs qu'elle est préfète tous les ans depuis qu'elle est rentrée au lycée, et cette année elle a même été préfète en chef, donc du coup c'est un très grand honneur, et Devon a été lui sélectionné en tant que préfet, ce qui est plutôt une surprise parce que Devon est un garçon très discret et il a pas trop compris pourquoi, mais tous les deux sont quand même assez contents parce que en fait ce statut leur permet d'accéder à une grande université, ça c'est sûr. C'est un statut qui leur permettra du coup de faire la différence dans leur CV pour rentrer dans une grande université, hein. Vous connaissez un petit peu le principe aux États-Unis, hein, pour rentrer dans une université. Le problème c'est que très vite après la rentrée scolaire, eh bien quelqu'un va s'amuser à s'en prendre à eux deux et à dévoiler leurs petits secrets de manière anonyme par message, et qui sera envoyé à tout le monde, ou alors des fausses rumeurs, et ça va les mettre dans des situations très embarrassantes et très gênantes, au point où ils peuvent absolument tout perdre. Du coup, Chi et Devon, bien qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils n'ont absolument aucun centre d'intérêt, ils vont décider de s'allier pour essayer de trouver le maître chanteur et mettre fin en fait à cette tyrannie, à cette peur croissante qui grandit chez eux. Vraiment un très bon roman que je vous conseille, clairement. Au mois de janvier, j'ai aussi commencé une nouvelle saga, à savoir The Remnant Chronicle. Quel accent anglais. Le premier tome s'appelle The Kiss of Deception, qui a été écrit par Marie-Hugh Persson. Donc c'est le premier tome. Je l'ai lu parce que ça faisait un petit moment maintenant qu'il était dans ma pile à lire, et il était notamment aussi dans ma pile à lire de l'hiver. J'avais trop envie de le lire. Je savais qu'il y avait un triangle amoureux dedans. Ça aurait pu passer, mais ça n'est pas passé. En fait j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais quand même à apprécier ce premier tome en me sachant prévenue du triangle amoureux. C'est pas trop ça qui m'a posé problème si vous voulez. On va suivre Lia, qui est la princesse du royaume de Morrigan et qui a été promise au prince d'Albrec, qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a jamais vu, et en fait le matin de son mariage elle va prendre la fuite avec une de ses suivantes et elle va se réfugier au fin fond de son territoire dans un village très lointain.
et elle va commencer sa nouvelle vie là-bas parce qu'en fait elle ne veut absolument pas épouser un prince qu'elle n'a jamais vu, et surtout elle ne veut pas en fait que des personnes décident de son avenir et de son futur. Elle pense qu'elle vaut mieux que ça. Jusque là ça me paraît ok, je me dis ok, c'est plutôt sympathique, donc elle s'enfuit, voilà. Et de l'autre côté nous allons avoir deux personnes, donc on va suivre plusieurs points de vue qui s'alternent, donc à savoir Lia. Ensuite nous allons avoir le point de vue de l'assassin, parce que le royaume de Morrigan a un ennemi vraiment qui sont barbares, voilà, pour eux c'est des sauvages, et cet ennemi du coup décide d'envoyer un assassin quand il entend la rumeur que Lia du coup s'est échappée de la surveillance de ses parents, et ils envoient un assassin pour tuer Lia en se disant que du coup si il tue eh bien la seule héritière au trône de Morrigan, ça va foutre le bordel, et surtout peut-être que du coup entre Dalberk et Morrigan, ces deux royaumes qui sont alliés, eh bien ils vont rentrer en guerre. Donc nous avons cet assassin, et puis nous avons le prince aussi, le fameux prince que Lia était censée épouser. Et bien le prince va essayer de calmer du coup, parce que quand il va se rendre compte que sa fiancée s'est barrée, et bien forcément des tensions commencent un petit peu à croître entre Dalberk et Morrigan. Donc du coup et bien le prince se dit écoutez, pas de panique, moi je vais aller chercher ma promise, je vais la ramener et voilà, c'est tout, ça va se terminer, elle a juste paniqué, il n'y a pas de problème, je vais la ramener, vous inquiétez pas. Donc il part, voilà. Tous les deux la retrouvent le même jour, et tous les deux la reconnaissent immédiatement, bien sûr, alors qu'ils ne l'ont jamais vue. Qu'est-ce qu'ils sont forts, franchement. Le problème avec ce roman, c'est que en fait tout le long de la première partie, donc la première moitié du roman, vous n'allez pas savoir qui est l'assassin et qui est le prince. En fait, quand on a le point de vue de l'assassin, on a en titre l'assassin, en fait, mais on n'a pas son prénom. Et pareil pour le prince, et on n'a pas son prénom. Donc en fait, quand ils sont avec Lia, et que Lia, on suit son point de vue, on a leur prénom, mais on ne sait pas qui est qui, en fait. Et toute l'intrigue du roman va se poser sur ça, et moi je n'ai absolument pas apprécié, je n'aime pas du tout. En fait j'ai eu l'impression qu'on jouait en fait avec moi pour que il fallait que je m'attache à un couple mais sans savoir qui c'était, et j'ai trouvé ça vraiment nul en fait. Enfin, j'aime pas en fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas honnête avec le lecteur, et moi ça me plaît pas du tout ce genre d'intrigue où on ne sait pas qui est qui, mais on essaie de faire des pseudo-romances parce qu'on voit que Lia a une certaine préférence pour quelqu'un, donc on se dit que peut-être c'est le prince, ou peut-être c'est l'assassin, on sait pas en fait. Donc en fait vous avez une chance sur deux de vous planter, de vous attacher à la mauvaise personne, et du coup d'avoir le seum, voilà, quand vous avez la réponse finale. Ça a été mon cas, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas forcément aimé. Alors après j'étais pas attachée au point de me dire oh mon dieu quelle romance, parce que franchement il y a plein de choses qui n'allaient pas, et c'était lent et pas terrible la première partie, et puis ça se décampe un petit peu sur la deuxième partie, puisque on sait finalement qui est l'assassin, on sait finalement qui est le prince. C'était pas trop mal. Après j'ai trouvé que le roman était prévisible sur bien des aspects. Je garde en tête qu'il a été écrit dans les années 2010, donc voilà. Mais la romance est trop présente, beaucoup trop présente pour un premier tome. Ça tourne que autour de ça, limite, c'est que de la romance, et je trouve que les intrigues qui peuvent être beaucoup plus intéressantes, les complots etc, passent vraiment au second, troisième, quatrième plan. Et c'est dommage parce que ça pourrait vraiment être un roman très sympathique si on arrivait à équilibrer le tout, et là pour moi c'était beaucoup trop sur la romance. Je vais quand même lire le deuxième tome parce qu'on m'a dit que ça s'améliorait, que les intrigues étaient beaucoup plus présentes. Il y a une évolution aussi sur le personnage de Lia, parce que vraiment plus niaise que ça on peut pas, vraiment je vous assure. C'est pas pour être méchante mais non en fait. Donc il y a plein de choses qui n'allaient pas, ça a été une déception, hein. Vraiment ça se lit bien mais non, voilà. Et pour terminer cette update lecture, sachez que je vais vous présenter the coup de cœur de début 2023, puisque j'ai lu le tome 2 de Crescent City en lecture commune avec Léana, donc de Sarah J. Maas, et publié chez De Saxus, et waouh, mais quelle lecture, Bon, c'est un deuxième tome, donc malheureusement je ne vais pas pouvoir m'étendre parce que j'ai pas envie de vous spoiler, il y a beaucoup d'éléments dans ce deuxième tome qui est énorme, hein, il fait près de 1000 pages. Ce deuxième tome était incroyable, honnêtement je pense qu'il est aussi bien, si ce n'est il surpasse le premier tome, franchement, mais quelle saga absolument magnifique, incroyable, génialissime. J'ai passé un tellement bon moment de lecture, si vous saviez. Je vous remets d'ailleurs mon avis lecture sur le tome 1 qui est juste ici. Je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas non plus vous reparler du tome 1 parce que j'en ai parlé dans beaucoup de mes dernières vidéos, notamment aussi dans mes meilleures lectures de l'année 2023 que je vous remets juste ici, hein, pendant qu'on y est, c'est parti. Donc je ne vais pas m'étendre sur le tome 1, je pense qu'en plus vous l'avez vu passer un nombre incalculable de fois sur d'autres chaînes. Ce tome 2 par contre
contre je peux vous dire que c'est une vraie pépite, que Sarah J. Maas a su me surprendre de chapitre en chapitre quand je pensais avoir découvert quelque chose. Et bien non, hein, c'est rebondissement sur rebondissement. Et les personnages c'est exactement comme dans Akota où vous êtes hyper attaché aux personnages, les personnages principaux, les personnages secondaires. Et là j'adore parce que on suit d'autres points de vue que celui de Brice et de Hunt. On suit beaucoup d'autres points de vue avec des personnages qu'on voyait pas forcément beaucoup dans le tome 1 et qui nous permettent de les découvrir et j'ai trouvé ça absolument génial. On va voir plein de petites romances, on va voir plein de nouvelles intrigues, plein de rebondissements. Les personnages vont un petit peu aussi faire leur vie, chacun de leur côté, et finalement on va se rendre compte à la fin que tout est lié parce que chacun avait sa propre intrigue. Et ouais, c'était vraiment excellent, vraiment plein de suspense, de rebondissements, de romance aussi, de romance, l'histoire d'amour. Déjà Brice et Hunt, moi je n'en peux plus, je les aime tellement. Et la fin, personne ne s'attendait à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Toi derrière tu ne t'attendais pas à ça. Personne, toi non plus. Je suis sûre que personne ne l'a vu venir. Moi je ne l'ai absolument pas vu venir. C'était absolument trop bien. Mais genre vraiment. Bref, un énorme coup de cœur. Ma plus belle lecture de 2023. Alors après on est au mois de février donc voilà. J'ai le temps encore d'en trouver une autre mais bon. Pour surpasser Crescent City, il va vraiment falloir le faire. Hein. Voilà du coup pour toutes mes lectures du mois de janvier, vous voyez que j'en ai eu beaucoup. J'ai hâte aussi de vous présenter mes lectures du mois de février, ça arrivera beaucoup plus vite sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant du coup, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.